Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent La fabrique des salauds, première partie, de Chris Kraus, interprété par François Cottrell. La pomme rouge. Parfois, il pose ses mains sur mes épaules et me regarde tristement dans les yeux. Avec des mots tout simples, il me dit combien ce qui s'est passé et ce qui va probablement encore se passer le désole. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé, et encore moins ce qui va se passer. C'est un vrai hippie, la petite trentaine avec de longues boucles blondes, lorsqu'il est allongé à ma droite, mais quand il passe d'un pas traînant à la gauche de mon lit, pour scruter par la fenêtre les bébés qui se trouvent en bas, je remarque avec une surprise sans cesse renouvelée le trou circulaire et nacré, de la taille d'une soucoupe, tracé au rasoir au-dessus de son oreille dans sa coiffure à la Botticelli. Au milieu scintille une vis en titane, dont le filetage se termine quelque part sous sa boîte crânienne, afin d'éviter que sa tête ne se disloque. Disons que le hippie a ses propres soucis. Il est alité, depuis plusieurs semaines, à côté de moi, plus Orient qu'Occident, alité sans impatience, tapis élimé avec des traces d'influence indienne. « Fais un avec l'univers », dit-il. « Fais un avec toi-même », c'est son mantra. S'il arrive occasionnellement que le hippie soit propulsé hors de son unité existentielle, c'est à cause des bébés qui somnolent un étage plus bas. Sans oublier, bien sûr, les crises. Au moindre signe annonciateur d'une éruption, les infirmiers l'évacuent sur son lit à roulettes, et quand ils le ramènent, il reste inconscient des heures. Il fixe alors un tuyau sur sa vis qui fait office de soupape de surpression. Une machine se met à biper, et pour que sa tête ne s'abîme pas, le liquide en excédent est pompé par le tuyau, de sa boîte crânienne jusque dans un gobelet en plastique. Le gobelet en plastique est la propriété de l'infirmière de nuit. Elle s'appelle Gerda. Son gobelet a une anse et des têtes de Mickey noires sur fond rouge. Quand il est plein jusqu'au 3e Mickey, l'infirmière Gerda s'introduit chez nous et en vide le contenu, avec précaution, sans qu'une goutte tombe à côté, dans une grande thermos. Elle a également siphonné les 4 ou 5 autres fractures crâniennes du service. Elle regarde dans les gobelets en plastique, et elle est heureuse. Dans ces moments-là, seule sa bouche n'est pas jolie. Ensuite, elle exfiltre le thermos de l'hôpital. Cette décoction va engraisser les plantes domestiques de l'infirmière Gerda. C'est sans doute incroyablement fertile. Dans la salle des infirmières, des photos de sa véranda sont punaisées sur le panneau d'affichage. On y voit une jungle de plantes ornementales et utilitaires, chapeau bas, et au milieu des lianes et de l'herbe d'amour. Tout est vert et démesuré, une splendeur baroque, ce que l'infirmière Gerda est, elle aussi, une splendeur baroque qui tend à la démesure, au débordement, à l'image de son tempérament. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'un jour l'infirmière Gerda ait offert au hippie une tomate jaune balle de tennis, cultivée par ses soins et requinquée à l'aide de son liquide céphalo-rachidien. Il l'a mangée avec fierté et délectation. Et parce qu'il est comme ça, il a voulu m'en donner un peu. C'est assurément quelqu'un de bien. Un hippie comme on se l'imagine. Il tutoie presque tout le monde, y compris moi. Il se moque complètement de ne pas être tutoyé en retour. Il n'utilise pas de titre traditionnel, qu'il s'agisse de monsieur, de madame ou de quoi que ce soit d'autre. En dernier ressort, il vous appelle compagnero. Au chef de service, il donne du chef compagnero. Les convenances ne sont rien. Il a également un rapport au nom complètement différent de toi et moi.
Selon lui, il vaudrait mieux que chacun soit nommé en fonction de ses traits de caractère prédominants, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où au cours d'une vie, on prend 3 ou 4 noms, voire plus, qui peuvent être contradictoires. Dixit le hippie. Il y a vécu longtemps. Et en Australie aussi, où il était chercheur de diamants. Par la suite, il s'est reconverti et a travaillé dans un jardin d'enfants et à l'aéroport de Riem. C'est là que l'an dernier, il a pillé les bagages des Rolling Stones. Il possède encore une paire de boutons de manchette à eux. Les Rolling Stones, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je le sais, car il m'a chanté une de leurs chansons. Il aurait été engagé sur le chant à l'époque où il cherchait des voix pour Saint-Pierre. Tu te souviens? Parce que les bolcheviks avaient exécuté la moitié du chœur, surtout les basses, bien sûr. Pour lui, il est inconcevable de partager sa chambre avec un homme né dans la Russie des tsars. Même moi, j'ai du mal à y croire. Lorsque, il y a quelque temps, on m'a transféré du service de soins intensifs jusqu'ici, il m'a demandé de le nommer d'après ma première impression. Il me rappelait une visite au Prado. J'y avais copié le portrait fait par Francisco de Goya de la famille dégénérée des rois d'Espagne, eux aussi blonds et rachitiques. C'est ce que je lui ai dit. Pour lui, les Bourbons, ce sont plusieurs verres de whisky. Il s'appelle Merle, Sébastien Merle. Si aucun trait caractéristique ne me frappe chez lui, je dois l'appeler Basti. Je suis Constantin Solm, c'est ce que je lui ai dit. Et le lendemain, j'ai ajouté, avec une indifférence totale, un rond de fumée de mon calumet de la paix, que beaucoup de gens m'appelaient Koya. Le hippie a rétorqué que pour lui, je n'étais pas Koya, et que Constantin Solm n'avait strictement rien à voir avec moi. Clou rouillé, froideur, distance, voilà ce que j'étais. Mais aussi quelqu'un de formidable. Quand il sort ce genre de phrase, il est vraiment désopilant. 10 fois par jour, sa voix marinée à l'accent bavarois me susurre que je suis quelqu'un de formidable, même s'il me trouve chicos, et si ma façon de parler le choque. Elle est trop balte pour lui, je crois, trop peu vulgaire. Elle conviendrait mieux à une chambre individuelle dans laquelle, toutefois, je garderais naturellement le silence. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis en chambre double, pour me délier la langue. C'est bien possible. Sauf que je ne parle pas. Le hippie s'épanche sans relâche. Mon âge ne le dissuade pas de m'adresser la parole. Une parole, hélas, généralement rudimentaire. Je suis le confident malgré moi de ses rares soucis. Plein d'affection domestique, il appelle la chambre d'hôpital « notre petit chez nous ». Il se confond en remerciements à l'adresse de l'univers à chaque soupe au lait froide qu'on lui administre après ses crises, et savoir que j'ai fait la guerre ne suscite chez lui aucune réticence. Il ne me demande jamais ce que j'y ai fait. Il voit des indices de la paix mondiale à venir dans toutes les créatures, y compris en moi. Depuis qu'il sait que j'ai bu un jour du mousseux avec David Ben Gourion, et que j'ai même trempé les lèvres dans son verre, il partage mon avis sur la question israélienne en général, et sur Golda Meir en particulier, ou du moins sur son prénom, qui est absolument brillant. Sur ce point, nous sommes d'accord. Néanmoins, il déplore ma position sur la marijuana, un prénom encore plus beau selon moi pour cette étourdissante première ministre. Sans drogue, le hippie se sent incomplet. Aussi, il a tuyauté l'infirmière Gerda sur l'endroit où se procurer des boutures de cannabis, et chacun y a trouvé son compte. De temps en temps, elle apporte des photos, des plans, photos qu'elle ne peut bien sûr pas accrocher dans la salle des infirmières. Et parfois, elle ne se contente pas des photos, mais apporte aussi l'herbe tout entière, qui pousse à la vitesse de l'éclair. Le hippie me propose ces psychotropes résineux et multifoliés, fertilisés par ces écoulements cérébro-spinaux dans des jardinières de la banlieue de Schwabing, que je refuse évidemment, et pour cause. Tu connais le hash? Je connais le hash. Tu connais le hash, compagnero? Je ne réponds jamais aux questions posées 2 fois.
Et c'est ainsi qu'au bout d'un moment, le hippie s'exclame « Dire que quelqu'un comme toi connaît le H. » « Comment ça ?»« C'est comme si moi je connaissais Guillaume II. »